chronique du 13 novembre 2015. Et comme tous les matins, nous sommes en compagnie, en studio, en direct avec Michel Zerbi. Bonjour Michel. Bonjour Ilana. Comme chaque matin, donc, nous nous arrêtons sur les audiences de ce procès fleuve avec vous Michel que vous suivez. Et nous sommes dans le temps des témoignages au palais de justice ce mardi. Hier, les parents des enfants assassinés le 13 novembre sont venus faire revivre encore donc le temps d'une déposition, leurs souvenirs vivants. Une parole déchirante, forte et surtout d'une humanité incroyable. Oui, et tous ceux qui assistent d'ailleurs à ce procès, chez les journalistes comme les témoins, sont frappés par l'extraordinaire niveau des témoignages des parents au sens large du terme, les parents, des sœurs, des frères. Et bien sûr, celles et ceux qui s'expriment sont volontaires, ils sont sélectionnés pour affronter cette épreuve du tribunal. Où vont-ils puiser cette force pour témoigner? Sans doute dans la nécessité de rendre hommage, de faire en sorte que ces morts ne soient pas oubliés, de rester debout face à ces terroristes et tous ceux qui voudraient encore s'en inspirer et qui menacent notre pays. Hier, la Cour faisait du droit avant-hier, sur la recevabilité des personnes morales. Eh bien, elle est revenue aujourd'hui, la voix des personnes physiques résonner dans la grande salle devant cette cour spécialement composée sous très haute surveillance. C'est un véritable bunker au palais de justice de Paris. Alors, Oui. Alors, continue, Michel. oui, je vous le disais, donc la Cour a entendu les témoignages des familles qui ont perdu une fille, un frère, une sœur sur les terrasses lors de cette terrible nuit. Une nuit jamais terminée, a dit d'ailleurs un parent, celle du 13 novembre 2015, mais aussi entendu des personnes blessées au bar La Belle Équipe ou après l'explosion d'un kamikaze au comptoir Voltaire. Oui, ces témoignages sont nécessaires, même s'ils sont parfois insoutenable. Et voilà pourquoi c'est d'abord la parole d'Alix. Elle a 28 ans, elle s'adresse à Abdeslam, le principal terroriste d'emblée. Elle dit « Le Dieu auquel vous croyez vous punira ». Elle raconte donc dans sa voiture avec son ami dans le quartier de Charonne, voir arriver des hommes en noir qui tirent méthodiquement. Je fixe Brahim Abdeslam, l'un des terroristes. Il faut qu'on sorte et qu'on court avec Charlotte, son amie qui fait demi-tour. Mais une balle de Kalachnikov traverse la portière. Incroyablement, elles ne sont pas blessées, mais traumatisée. Elle est venue sans avocat. Elle avait promis et juré de témoigner. Ces hommes, ce ne sont pas des fous ou des animaux, mais ce sont des assassins. Lancera-t-elle donc au box en avouant sa culpabilité pesante de témoigner alors qu'elle n'est pas blessée? Alors on évoque les massacres des terrasses du comptoir Voltaire, de la Belle Équipe aussi dans le quartier de Charonne, dans le 11e arrondissement. On a entendu le témoignage de Sarah, notamment une victime de l'attentat qui se présente comme d'origine marocaine et musulmane. L'islam que j'ai connu prône l'amour et la tolérance, c'est ce qu'a affirmé Sarah, donc 34 ans, qui dit sa chance d'avoir été placée dans la seule table qui restait au fond du restaurant. Elle raconte les tirs, elle pleure. Elle cherche son amie Chloé. Arrivée devant la porte, elle se fige, les corps enchevêtrés, les visages figés, les hurlements. On n'arrive pas, dit-elle, à enjamber les corps. Chloé est vivante, heureusement, touchée au bras. Mais Halima, la sœur d'Oda, la gérante, est morte. Sarah voudrait terminer son témoignage en parlant, elle aussi, à Abdeslam, en citant Gandhi. Œil pour œil et le monde finira aveugle. Le terroriste baisse la tête et justement, c'est au tour de Khaled, le frère de Oda et d'Halima. Oda qui jouait le rôle de chef de famille inspirante pour cette famille détruite. Le jeune homme athlétique raconte à la barre lui aussi les scènes de désolation. Je n'avais plus envie de vivre, je voulais que tout le monde meure. Et puis, je me suis reconstruit en intervenant dans les écoles pour prévenir notamment des départs de djihadistes en Syrie. La vie est plus forte que ces monstres avec ou sans religion. Et puis parmi d'autres témoignages, Michel, encore une fois, une grande histoire d'amour a été cruellement brisée dans cette famille soudée du restaurant meurtri. Ouais, c'est Grégory qui nous touche avec le visage de sa compagne assassinée qu'il arbore sur son t-shirt. Justine, c'est elle, c'est sa moitié, cette jeune femme lumineuse qui a été abattue. Depuis, il n'a jamais refait sa vie. Il est resté dans l'appartement qu'ils allaient habiter ensemble en 2015. Elle est morte de suite, me dit-on, mais je n'étais pas là. On devait faire un enfant. Je n'ai pas eu le courage de regarder son test de grossesse. Je cherche aujourd'hui dans la rue quelqu'un qui lui ressemble. Peut-être ce procès va-t-il m'aider à vivre. Le président le remercie pour ce récit très émouvant. Alors il nous reste à peine quelques secondes, Michel, et c'est vrai qu'il faudrait pouvoir raconter dans le détail ces témoignages qui ont pour but, on le rappelle, de faire vivre encore un peu les victimes, les enfants et leurs familles. Oui, ces voix chères qui se sont tues, comme dit le poète, mais évoquées admirablement par leurs parents. Jean-Bernard, le père d'Anne-Laure, tuait elle aussi à La Belle Équipe. J'aimerais serrer dans mes bras tous les survivants, prononcer le nom de ma fille. Pour moi, ces gens-là sont des sans-noms. Je n'attends pas d'excuses de ces âmes faibles. Anne-Laure n'est plus là. Elle, si brillante, qui savait dire, en grec, en chinois et en russe,
le mot justice. Merci beaucoup Michel Zerbi. Notez qu'aujourd'hui débutent les témoignages du pogrom, comme vous le dites, du Bataclan. Merci Michel, on vous retrouve demain.